amie de ma copine, et elle a dit à sa mamie, dès qu'elle me voit, parce que la grand-mère, vous savez, c'est joli comme ça. C'est beau. Du coup, c'est ça ou c'est ça qu'il faut prendre? Ah non, pas de quoi. Eh, il y a un oral de sujet blanc. Mais c'est le sujet blanc. Oh. Il y a un oral de sujet blanc. C'est trop drôle. Pourquoi? Il y a un oral de sujet blanc. Sujet blanc d'oral. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Je voulais te dire que est-ce que tu es libre après les consultations parce que moi je vais créer ma convention de stage, je sais pas. Non, Je sais pas. j'ai traduction. Ah d'accord. Non, aujourd'hui, tu as dit? Bah j'ai cours après cet après-midi. Oui. J'ai cours toute l'après-midi. Ok. T'as pas de cours cet après-midi? Oui, je veux parler. Ah d'accord. Ah tiens, j'ai un petit carnet. Non. Comme ça va ou pas? Non, mais on a mis ça, c'est exactement très pour la même chose. Je sais pas, je fais une économie d'énergie aujourd'hui, je sais pas. Non, ça m'a frappé la lumière en entrant. Alors. J'ai besoin du truc tout de suite. Je range tout. C'est juste pour pas tomber dedans. Donc je vous ai envoyé à tous le plan, enfin les plans que vous m'aviez envoyés individuellement, enfin que ceux qui ont pris la peine de me l'envoyer individuellement en tout cas. Bon, enfin j'en ai déjà eu pas mal donc c'est bien. Et on va les regarder ensemble. On va commencer par là, puisque c'est un bon exercice pour vous, pour voir un petit peu quel plan tient ou ne tient pas et pour quelles raisons. On va prendre la première heure, peut-être pas l'heure complète, on verra, pour travailler là-dessus, parce que c'est vraiment important de faire le point là sur ça, en vue de la préparation de l'oral de fin de semestre. Normalement, vos dates d'examen écrits, vous devriez les avoir début décembre. Ils disent 6 décembre au plus tard, mais ça sera peut-être un peu avant, je ne sais pas. Et donc, les dates des oraux, bah, vous les aurez dans la foulée, hein, puisque on pose les oraux quand on sait, enfin, une fois qu'on saura quels sont les écrits. Qui y a, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé récemment, qui part en Erasmus au 2e semestre? Ah ouais, vous êtes... Ah oui. Non, non, mais ça veut dire que je dois vous faire passer pour la plupart assez tôt. Donc, il faudra que je fasse... Non, mais c'est pas grave. Mais j'essaierai de faire passer de faire une journée... Vous devez partir à peu près à quelle date? Le 10. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on verra. Je verrai si je peux les faire, en décembre, mais j'en suis pas sûre. Hein. Puis ça fait juste pour vous, non? Décembre. Ah, ça fait juste pour lire tous les textes et tout. Non, mais pas pour tout le monde, que pour ceux qui sont en Erasmus. Ah non, ça va. Ça irait décembre? Ouais.
Ce serait Bah, on mieux. peut essayer, on verra. Vous verrez. Ok, alors, on va... Dangereux comme tout ce truc là. Donc vous vous mettez sur les plans que je vous ai envoyés, je vais les projeter pour ceux qui ne les auraient pas. On essaye de les regarder rapidement, chacun d'entre eux, et on essaye d'en voir les qualités, les défauts. J'ai pas mis les noms des personnes, donc c'est totalement anonyme. Et je ne sais même plus moi-même qui a fait quoi. Donc, du coup, ça devrait pas... Il n'y a pas de... dire de... Sentez-vous libre de dire ce que vous pensez du plan, sans être méchant, mais objectivement. Voilà. Bon, vous arrivez à voir, donc il y a besoin de tirer un peu le... Comme ça, c'est mieux? Oui, ça va? Ok. Alors, donc, on regarde déjà ce premier plan. Donc, vous, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine d'avant les vacances, c'était une présentation, donc type de l'oral que vous aurez en fin de semestre, c'est-à-dire un commentaire, j'allais dire, sur 2 textes. Donc, ça sera toujours 2 textes que je vous donnerai, soit 2 extraits de textes écrits, soit un texte un peu plus long écrit et une image. Là, c'était un texte un peu plus long écrit et une image. Et évidemment, le but, c'est de relier ce que vous avez appris en cours à la manière dont vous allez aborder les textes. C'est-à-dire qu'il faut essayer, à travers les textes, donc d'étudier les textes, de partir de ces textes, mais pour arriver à en tirer des conclusions plus générales pour lesquelles vous serez aidé par ce que vous aurez appris lors du cours. Et lors de vos lectures complémentaires, donc toutes les lectures que vous avez en ligne également à faire. Donc ici, alors à chaque fois j'avais demandé que vous mettiez en gros les grandes idées de l'introduction et surtout la problématique, l'approche que vous vouliez suivre, et puis ensuite le plan avec un plan détaillé, on va dire, en travaillant un petit peu, en montrant un petit peu les transitions entre les différentes parties. Donc premier plan, contexte, etc., notion d'exploration, et donc l'approche c'est the superiority of the British Empire over the world. Alors attention ici, mais ça c'est valable pour tout le monde, attention ici quand vous utilisez des termes comme the superiority of, il faut évidemment faire attention de ne pas laisser penser que c'est, vous voyez, c'est vous qui considérez que les anglo-saxons sont supérieurs aux Irlandais ou je ne sais quoi. Donc n'hésitez pas à utiliser, même si parfois c'est un peu redondant, parce qu'au bout d'un moment on s'en doute que c'est pas vous qui pensez, que c'est juste, vous mettez du point de vue des Victoriens, mais il faut toujours être clair sur le point de vue que vous êtes en train de présenter. Est-ce que c'est votre point de vue à vous ou le point de vue des Victoriens? Donc un adjectif comme the alleged superiority par exemple pourrait très bien aller, hein, alleged, allegedly. Passe bien ici, enfin, alleged dans le cas particulier, allegedly n'irait pas d'un point de vue grammatical, passe bien ici pour donner cette idée de la soi-disant, la supposée, etc. Donc, supposed or alleged. Est-ce que c'est une problématique, ça, the superiority of the British Empire over the world? Pas vraiment. Hein. Ça ne veut pas dire que la problématique ne peut pas, ou ne doit pas même, tourner autour de la supériorité, la soi-disant supériorité de l'Empire britannique sur le monde. Alors, supériorité économique, ça c'est évident qu'il y avait une supériorité économique. Après, c'est sur le reste que la question se pose. Ça n'est pas, ça c'est thématique, c'est pas une problématique en soi. Alors, on va voir, donc il manque d'une problématique, clairement. Il manque d'une problématique, mais en même temps, le plan, what kind of superiority, deuxièmement, ambivalence of this superiority, le plan semble quand même indiquer quelque chose d'un petit peu plus, enfin qui accroche un petit peu plus, qui est un petit peu moins lisse que the superiority of the British Empire, puisqu'il décrit la supériorité en question, donc economic and industrial aspects, social and ideological aspects.
Donc là, on part de quelque chose d'assez descriptif, mais qui est nécessaire. De toute façon, quand on a des textes comme ça et une image, qui plus est, à comparer, à confronter, on est obligé de partir des idées, des textes et de l'image. Donc nécessairement, il y a une partie qui va être une sorte de, non pas de description, mais qui va nécessairement rebrasser les différentes idées. Donc effectivement, voir d'un côté les aspects économiques et industriels, donc là c'est plus, j'allais dire, d'un point de vue général que c'est dit, et puis également par rapport à la publicité, et les aspects sociologiques, idéologiques, la mer contre les enfants, donc la mer, la Grande-Bretagne, les enfants, les colonies, l'exploration du monde, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher, en revanche, à cette première partie, en l'état, telle qu'elle est présentée? Le plan est clair, ça c'est pas un problème, mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Voilà, ça s'appuie très peu sur les documents. Hein. Ça s'appuie peu sur les documents, il y a juste une référence ici à la pub, mais sur le reste, ça ne s'appuie pas sur les documents. Donc, le risque, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire cette partie, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais le risque, si vous faites un plan comme ça, c'est qu'au moment où vous allez le présenter devant moi, vous risquez de complètement oublier les documents parce que vous n'en avez pas parlé dès le départ. Alors vous n'en avez pas parlé, c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a aucun lien avec les documents que vous n'en avez pas parlé, mais vous n'en avez pas parlé en vous disant bah, oui, ben voilà, c'est tellement évident que les documents évoquent cette idée que j'ai pas besoin de les citer. Le problème, c'est qu'après, quand vous allez faire votre oral, vous allez complètement laisser de côté les documents, et donc bah, moi j'aurai l'impression d'une grande partie contextuelle. Alors il faut du contexte bien sûr, mais il ne faut pas non plus faire que du contexte et réciter le cours, c'est pas le but. Il faut toujours partir des documents. Donc là, cette idée de bon, economic and industrial aspects était quand même assez présente dans la publicité, donc on pouvait quand même le faire ressortir. Le côté idéologique social, il était un petit peu moins dans les deux. Le côté idéologique, il ressortait bien dans les deux textes, et notamment dans le texte écrit. Donc on aurait pu mettre en avant les textes, partir des textes pour ensuite déduire les idées. Hein, il faut toujours fonctionner dans le sens. Donc un petit bémol sur cette première partie. Deuxième partie, donc, qui introduit la notion d'ambivalence de la supériorité. Donc c'est ça qui donne, j'allais dire, un côté un peu problématique malgré tout à l'approche qui a été présentée au départ. Alors, advantages, benefits, trade, exchange of goods, wide range of raw materials, developed well-being, ça reste toujours assez factuel, hein, et on ne voit toujours pas tellement le rapport avec les textes. Et self-proclaimed, donc là c'est bien, self-proclaimed, ça c'est bien aussi, à la place de alleged, c'est même très bien. But unfounded, use of Darwin's theory to capitalize and spread this fake theory. Triangular trade, bon, on n'en parle pas vraiment dans ces deux textes, même si indirectement on peut le mentionner. Alienating the others, those who are not white British bourgeois men. Pas une fois Crown est cité, par exemple, dans le plan. Hein. Ce qui veut dire que finalement, les textes de départ, on ne les a pas vraiment pris en compte, on ne les a pas vraiment analysés. Et donc, on arrive à un plan qui va dire des choses sans doute tout à fait justes, hein, c'est pas une question des idées, le problème n'est pas là, qui va dire des choses tout à fait justes sans doute, mais qui va dire des choses générales, et où les textes en fait de départ, qui auraient dû être votre objet d'étude, sont devenus un peu des prétextes pour parler du cours. Ça ne peut pas aller. Ça ne donnera pas un bon oral. Si vous faites un oral comme ça, bah, nécessairement, vous n'aurez pas la moyenne au contenu parce que vous n'aurez pas fait ce qui vous est demandé de faire. Ce qui ne veut pas dire, j'insiste bien, que ce qui est dit là-dedans, il faut. C'est pas le problème. Vous pourriez me dire que des choses absolument justes sur le contexte de l'époque, etc. Malgré tout, et même si vous parlez parfaitement l'anglais, vous n'avez pas répondu à l'exercice, qui est de confronter les points de vue de deux textes et, grâce à vos connaissances qui sont acquises dans le cadre du cours et de vos lectures, d'essayer de voir comment ces deux textes mettent en avant certains aspects, justement, certains aspects de ce qu'on aura vu en cours. D'accord? Vous comprenez la faiblesse, entre guillemets, de ce plan. Alors, deuxième plan, alors il y en a des très détaillés, il y en a des moins détaillés, mais peu importe.
Je dirais, je vous montrerai un exemple de plan qui me semble être une bonne base pour pouvoir faire un oral facilement à partir de là. C'est-à-dire à quel degré de détail il faut aller de manière à pouvoir faire un oral facilement et de façon satisfaisante. Alors, plan numéro 2. Donc, le obsession with Darwin's theory of evolution, ad based on idea of superiority of England. Donc ça, c'est une présentation des textes, hein, simplement. Donc, introduction, problématique, c'est ça qui m'intéresse. How do these two documents, primary and secondary source, hein, secondary source, c'est le document sur Crao-Farini, primary source, c'est la pub, account for the way non-whites and aliens non-whites, aliens, all aliens, were perceived and represented during the Victorian period. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Est-ce que c'est plus une problématique que la première? Oui, clairement, hein, ça va déjà un petit peu plus loin, effectivement. Donc, how do these two documents account for the way non-whites or aliens were perceived and represented during the Victorian period? Je dirais que ça reste encore assez vague dans la présentation. How do they account for the way? Disons qu'en troisième année, vous pouvez essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin. Ça serait assez typiquement le type de question qu'on pourrait poser et sans aucun problème en première, deuxième année. En troisième année, vous pouvez être quand même déjà un petit peu plus précis, mais ça reste une question qui, le jour d'un oral, peut tout à fait mener à un plan tout à fait correct. Alors, le plan, qui est un peu rapide hein, ici, donc c'est assez difficile de voir ce qu'il en est sur un plan aussi court. Idea of superiority of England, rooted in Darwin's theory of evolution, scientific racism, othering. Bon, là, on a toute une série d'idées qui sont données. C'est assez difficile de voir comment elles vont s'articuler. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur la pertinence ou pas du plan en l'état à cause de ça. Double-edged visibility, stereotypical and harmful representation, outright exploitation, paternalistic vision, civilizing mission, both fascination and repulsion, visibility but no audibility, imperialist power, je suppose, no space for them to express themselves. Donc là, c'est un peu difficile en état. Quelqu'un qui partirait d'un plan comme ça, pour un jour d'oral, à moins d'être vraiment très fort et très sûr de ce qu'il ou elle veut démontrer, risque d'arriver dans un truc super, soit catalogue, soit très décousu, parce qu'on n'a pas bien mis en place. Il y a tous les mots-clés importants. Hein. Donc ça peut tout à fait donner un bon plan, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais plan. Il y a tous les mots-clés importants. Le problème, c'est que on ne sait pas trop comment ils vont s'articuler, quoi, au bout d'un moment. Hein. On a toutes ces idées un petit peu pêle-mêle, qui ne sont pas organisées du tout. Et donc, à partir de là, parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, 12 minutes, on va dire, maximum, parler à partir de là, ça risque d'être difficile. Donc, il faut vraiment travailler davantage le développement de chacune des deux parties et aussi travailler les transitions entre les parties. Je vous l'avais dit, il y en a certains qui l'ont bien fait, d'autres qui ne l'ont pas du tout pris en compte. Travailler les transitions entre les parties, c'est-à-dire comment est-ce que logiquement, d'un point de vue de votre logique, vous êtes passé de cette idée sur la supériorité autoproclamée de l'Angleterre à cette deuxième idée, double-edged visibility. Hein? Comment vous êtes passé de l'un à l'autre. Et ça, vous avez tout à fait intérêt à écrire une phrase qui explique comment vous passez d'une idée à l'autre. Pas une phrase entièrement rédigée, mais juste les idées qui vous aident dans la transition, parce que le jour de l'oral, sous le stress, presque nécessairement, c'est le genre de choses qu'on oublie après. Et après, on se retrouve à passer d'une idée à l'autre, puis c'est complètement décousu. Et la personne qui vous écoute, qui n'est pas dans votre tête, et qui ne sait donc pas comment vous avez raisonné pour en arriver à ce passage d'une partie à une autre, ben elle va être un petit peu perdue et va se demander pourquoi vous passez de l'un à l'autre. Alors qu'il y a sans doute une raison. Hein, il y a sans doute une raison, mais une raison qu'il faut reconstruire et qu'il faut, j'allais dire, exprimer de manière à ce qu'on puisse la prendre en compte. D'accord ? Également,
un plan comme ça, c'est un plan qui ne va pas tellement vous permettre de ce qu'il faut faire pendant un oral, qui ne va pas vous permettre d'aller vers le texte, de citer un extrait, de revenir à votre exposé, de reciter un extrait, etc. Donc il faut vraiment que dans votre plan détaillé, vous ayez des renvois à votre texte, de manière à pouvoir faire des pauses. Et les pauses, elles sont les bienvenues. Quand vous citez, ça fait une pause. Vous savez, c'est pareil quand quand vous prenez en note un cours, quand il y a une citation à un moment donné, ça vous fait une pause en général pour aller vers le texte, lire en même temps qu'on le lit, etc. Mais c'est pareil à l'oral. Il ne faut pas débiter tout son oral comme ça d'un seul coup. Et sous le stress, là encore, on a en général tendance à aller beaucoup trop vite. Mais il faut ne pas hésiter, même à faire des hésitations, à aller voir, à aller se référer au texte, le citer. C'est pas grave si vous perdez un peu de temps à aller chercher une phrase dans le texte. Bon, il vaut mieux évidemment l'avoir noté clairement. Mais je veux dire, ça, c'est pas grave du tout. Ça peut au contraire permettre de ralentir un petit peu le rythme quand quelquefois il est beaucoup trop rapide. En général, le défaut, c'est que c'est beaucoup trop rapide parce que vous voulez vous en débarrasser au plus vite et voilà, vous débutez à toute vitesse. Et on a du mal à suivre. Donc voilà pour le deuxième. C'est un plan qui n'est pas complètement abouti parce qu'il n'a pas été développé complètement. Et donc c'est difficile de dire, ça peut tout donner. Ça peut donner un bon plan, comme ça peut donner quelque chose de mauvais. Pas de mauvais, pas entièrement clair. Et de toute façon, ça ne suffit pas pour pouvoir présenter à l'oral le jeudi. Vous avez 1 heure de préparation. Pendant cette heure de préparation, il faut absolument que vous arriviez à quelque chose de beaucoup plus détaillé. Alors le plan suivant, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est très court, donc un peu difficile à juger en état. Donc problématique, how did the British Empire offer a distorted image of the primitives to the public? Alors faites attention quand vous êtes à l'oral, vous ne pourrez pas mettre les guillemets. Enfin, vous ne pourrez pas les exprimer clairement, donc là encore, il faudra bien montrer que ce n'est pas votre point de vue, mais le point de vue des Victoriens. Alors pareil, of the alleged primitives from, etc., quelque chose dans le genre. Donc ça, c'est une question, c'est un petit peu comme la question juste avant, c'est une problématique qui est tout à fait possible pour un oral, même si ça pourrait être plus précis. Alors, in the public sphere, how are they presented? Perception of inferiority, objectification and animalization. Donc, là, d'accord, c'est logique par rapport à la question qui est posée, puisque on parle de distorted image of the so-called primitives. Donc, on commence par l'image qu'ils ont dans la sphère publique. Et puis, deuxième partie sur ethnocentrism, how British colons limited them. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, limited them. Je ne vais pas corriger parce que j'ai corrigé les grosses fautes de langue, mais quand je n'étais pas sûre du sens exact de la phrase, je n'ai pas changé. British point of view only, stolen voice. Donc ça, ce sont 2 points intéressants, c'est-à-dire effectivement pourquoi cette image qui a été présentée dans la première partie, pourquoi elle est déformée? Eh bien, en raison effectivement de l'ethnocentrisme des Britanniques, des colons britanniques, et de la manière dont dont on a seulement leur point de vue déjà, et dont j'aime bien l'idée de stolen voice, hein, dont on vole la voix de ceux qui sont représentés, c'est-à-dire on les représente, mais on ne leur donne pas le droit d'une certaine manière de parler d'eux-mêmes. Donc effectivement, c'est un plan qui répond tout à fait à la question problématique du départ, ça c'est tout à fait vrai. Maintenant, en l'état, c'est vrai qu'il n'y a aucune référence aux 2 textes de départ. Donc il faudrait voir si et comment les 2 textes peuvent être pris en compte dans ce type de plan. Et on a plus, là encore, l'impression que c'est un plan qui part des connaissances acquises en cours, beaucoup plus que des 2 textes qu'il y avait à étudier. La preuve en étant que les textes ne sont pas cités. Hein. Donc là encore, un plan qui en soi est tout à fait acceptable en soi, j'allais dire dans l'absolu, mais qui, dans la pratique, un jour d'oral, risque d'être très difficile à utiliser si on a juste ça pour parler, ou alors il faut avoir vraiment une très grande aisance
et une très grande connaissance des textes pour pouvoir jongler avec toutes les idées de manière logique en n'ayant que ça au départ, mais surtout qui risque de partir sur un hors-sujet d'une certaine manière, pas hors-sujet, mais sur quelque chose qui n'est pas du tout ce qui est demandé, c'est-à-dire parler de manière générale de la perception des alleged primitives, sans du tout faire référence au texte de départ. Et ça, nécessairement, ça ne donne pas la moyenne si on fait ça. D'accord? Alors, numéro 4. Donc, numéro 4, bon là, c'est vraiment très basique comme question. How were foreigners represented in the Victorian period? Non, mais c'est pas méchant, hein, basique. Mais c'est basique, je veux dire, il n'y a pas de... C'est simple, c'est basique. Clairement, il faudrait essayer d'aller un petit peu plus loin, et je pense qu'à partir du plan qui a été produit, la problématique peut très facilement s'affiner, parce que le plan va plus loin finalement que cette problématique du départ. Donc, une première partie sur British people's mixed feeling of fascination and superiority towards foreigners, pardon. Donc, alors là, on part véritablement, et ça, c'est de ce point de vue, c'est un plan qui est tout à fait bien de ce point de vue, il part véritablement des textes. Donc, en montrant la notion de fascination, comment elle s'exprime dans les deux textes, donc à la fois celui avec Crao-Farini et celui de la publicité, et on montre ici une sorte de double fascination, puisque d'un côté c'est la fascination effectivement du public victorien pour Crao, et de l'autre la fascination apparente dans la publicité, ou en tout cas mise en scène, du moins dans la publicité, et la fascination mise en scène des étrangers, des personnes des colonies, envers la reine Victoria, qui semble être un petit peu une sorte de déesse. Donc, je pense que la conclusion est un petit peu rapide, idea of superiority. Je pense qu'il faudrait insister plutôt dans cette partie sur l'idée d'une fascination qui est assez ambivalente, parce que justement, les Victoriens sembleraient vouloir que les personnes des colonies soient fascinées par eux, puisqu'ils représentent la terre-mère, etc. Et puis en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher, eux, d'avoir une certaine fascination pour ces peuples distants, lointains, qu'ils méprisent d'une certaine manière, mais qui semblent refléter comment dire, qui semblent les attirer d'une autre manière. Donc j'aurais plutôt insisté sur cette notion d'ambivalence pour passer ensuite à l'idée de supériorité qui est exprimée à travers cette ambivalence. Donc, superiority, the British considered themselves superior, paternalistic vision. Et là, de nouveau, on étudie l'image, où on voit les personnes des colonies qui viennent quasiment se prosterner devant la reine. Et puis également, donc, dans le texte sur Crao, tout le discours de Farini qui vise à montrer que Crao est un être inférieur qui fascine, puisque clairement elle attirait des milliers de personnes lors des spectacles, mais malgré tout un être qui est considéré comme inférieur. Donc la notion de stéréotype, c'est une très bonne idée, hein, la notion de stéréotypes qui sont développés autour de ça, et la manière dont ils sont exprimés, à la fois dans le spectacle et dans la publicité. Et puis là, donc c'est un plan que j'aime bien de ce point de vue, la transition, pardon, fascinated by foreigners but feel the need to civilize them, civilizing mission, almost as if they were the saviors, but this vision is biased because it's only the British point of view. C'est un petit peu maladroit dans la formulation, mais en tout cas l'idée est là. Donc biased vision. Donc deuxième partie, biased vision shows and advertisements as ways to expose the British imperialistic vision. Ça c'est très intéressant. Et c'est vrai, à la fois le freak show et la publicité en question, c'est une manière de mettre en scène l'Empire, et donc de mettre en scène la soi-disant supériorité britannique. Et tout est fait dedans pour jouer là-dessus. Donc, increased visibility, ça c'est bien aussi. Tous les pamphlets qu'on distribue pour promouvoir le spectacle, etc., etc.
Et la deuxième partie, capitalization. Oui, donc le fait que ça permettait des débats scientifiques, effectivement, enfin pseudo-scientifiques en tout cas. Là, je dirais que je ne sais pas si c'est très bien placé, ça ici, et surtout, ça termine un petit peu en queue de poisson. Hein. Ça s'arrête comme ça, puis on ne sait pas trop où ça va. Donc la fin du plan, je pense que c'est une question de manque de temps à la fin du plan est un petit peu, on ne sait pas trop ce que veut dire capitalization non plus ici, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là, capitalization. Bon, capitalisme, vous voulez dire? Je ne sais pas qui a fait ce plan. C'était qui? C'est vous? Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ah, vous ne savez plus non plus, bon, c'est rassurant. Non, mais j'ai vu 2 fois le mot capitalization dans deux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit qui a pu leur faire penser à ça? Hein? Ah, ou c'est dans le texte qu'il y a capitalization. D'accord, mais là, ça n'a pas grand sens. Donc là, dans ce plan, je critique. C'est cette partie qui ne va pas. Le reste, franchement, il est bien. Mais à partir de là, je pense que votre problématique pourrait être affinée, parce que vous allez bien plus loin que ce que vous dites dans votre première phrase. Hein? Oui, bah, je me doute. Oui, non, tout à fait. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un bon plan du point de vue du degré de précision pour pouvoir parler à partir de là le jour d'un oral. Il faudra arriver à peu près à ça avec des références vers les textes. Et là, on voit bien qu'on part des textes et on tire des conclusions de l'étude des textes et de la confrontation des points de vue des textes. Alors, plan numéro 5. How does Britain use the imperial discourse to impose its superiority over other nations? Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Pas mal, ça, vous l'avez dit. Oui, moi je trouve que c'est bien. C'est bien, ça va plus loin que les autres pour l'instant. C'est plus précis, c'est plus... oui, je pense que c'est une bonne problématique ici. Alors, donc, après, peut-être qu'il faudrait commencer par expliquer ce qu'est le Imperial Discourse, parce que, mais ça ferait partie de l'introduction. Donc, une première partie sur The Darwinian Theory. Alors, je ne suis pas sûre que Darwinian Theory, donc on voit bien pour le texte sur Crown, et vous l'expliquez bien là. Après, la notion de gift, blessing, protection, je ne suis pas bien sûre du lien avec Darwinian Theory, ici. Hein, je ne sais pas comment vous feriez le lien en tout cas. Donc je suis un petit peu plus dubitative pour cette partie-là. Et je ne suis pas sûre que The Darwinian Theory soit le titre à donner à cette partie. Pour moi, il y a vraiment 2 choses différentes ici. Donc je ne suis pas sûre que les idées soient organisées de manière très efficace dans cette première partie. Dans la deuxième partie, Notion of Advantages, alors pareil, c'est un peu vague, Notion of Advantages. Même si l'idée, elle est tout à fait compréhensible, donc le fait qu'on utilise d'une certaine manière CRAO dans le document 1 et que dans le document 2, on essaye au moins de faire croire que le fait d'être une colonie britannique apporte des avantages. Alors après, est-ce que les Africains de je ne sais quel pays avaient besoin des savons PS Soap et des fours ou des je ne sais quoi Whipping Ale? Ça, j'en suis pas sûre, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire croire, que c'est on vient les civiliser, on vient leur apporter l'industrie, etc. Donc, on présente ça comme un avantage. La seule chose, c'est que ce plan, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, ça s'arrête brusquement. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Ben, déjà, ça ne répond pas vraiment à la question posée, qui était pourtant intéressante. Hein? Imperial Discourse, on n'en parle pas vraiment par la suite. Le fait d'imposer la supériorité, on n'en parle pas vraiment, puisque ici il est même écrit « Being close to Great Britain brings advantages », comme si c'était un fait.
Hein, le fait d'être proche, d'être une colonie apporte des avantages. Alors, ce que vous vouliez dire, c'était peut-être, selon le point de vue victorien, le fait d'être, etc., etc. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est votre opinion à vous. Donc, ça semble en contradiction avec la problématique qui était tout à fait intéressante et qui était tout à fait juste. Donc, le plan n'est pas à la hauteur de la problématique, on va dire. Alors, le suivant. Celui-là, donc c'est un plan qui est relativement développé, sauf qu'il n'y a pas de problématique au départ qui est donnée. Donc, bon, il faudrait évidemment en mettre une pour ne pas commencer comme ça la présentation de manière complètement à l'heure. Alors, c'est une première partie sur les formes de propagande. Alors, il faudrait dire propagande de quoi? Propagande de l'Empire, je suppose. Propagande, il faudrait préciser de quoi, hein. La notion de propagande est plutôt intéressante. Donc, à travers les entertainment, à travers la science, l'idée de missing link, l'idée de... voilà. Et économique également. Bon. Est-ce que véritablement il s'agit de propagande ici? Ça c'est à bien définir, mais je vois ce qui veut être démontré ici, c'est-à-dire à travers le paternalisme, à travers notamment de l'image, hein, l'image est très paternaliste, il y a une sorte de propagande pour l'Empire britannique. Voilà. Donc, mais il faudrait être plus précis sur de quelle propagande on est en train de parler. Et c'est ça qui manque dans le titre. Et comme on n'a pas d'exposition ou de présentation de la problématique, c'est un peu difficile de voir où on veut en venir. Deuxième partie sur la position de l'Angleterre. Alors, faites attention entre... C'est vrai que dans le cas particulier, c'est plus l'Angleterre qui est en cause, je peux dire, hein, c'est pas l'Écosse. C'est pas le Pays de Galles, etc. Mais essayez plutôt de dire britannique toujours, hein, la Grande-Bretagne britannique. Donc, concernant donc, Britain's position, generosity and empathy. Donc, generosity of the Queen giving gifts and Farini adopting Crowe. Là encore, ne parlez pas de generosity, mais plutôt de, j'aimais bien le self-proclaimed, hein, self-proclaimed generosity. C'est-à-dire, est-ce que vraiment Crowe, elle avait envie qu'on l'adopte? Bon, elle y a peut-être trouvé des avantages, hein, c'est difficile à dire, mais disons que la démarche, au départ, elle ne venait pas d'une démarche généreuse. La démarche au départ, c'était de se faire de l'argent. Donc c'est un peu difficile de parler de générosité, même si, effectivement, il a pu mettre en avant ce côté soi-disant généreux. Pareil pour la reine, la démarche des colonies, c'était étendre son pouvoir. Hein, donc, parler de générosité n'est pas... Il faut encore, là encore, dire self-proclaimed, pour que ce soit tout à fait clair. Voilà, alors empathy, là aussi, oui, fake kindness, donc ça, d'accord, hein, là, il faut le préciser. Et puis, racism, donc black people kneeling in front of the Queen, Crowe being kept in a cage. Je ne sais pas si elle était dans une cage, Crowe. Il en parle dans le... Oui, il parle d'une cage, Crowe, mais je ne sais pas. Stereotypes, j'avais oublié ça. Stereotypes in clothing and facial features, othering xenophobia. Donc d'accord. La seule chose, c'est que ici, dans ce plan, qui évoque des idées tout à fait intéressantes, hein, on ne sait pas trop comment on passe d'une idée à l'autre. Ça risque d'être un petit peu catalogue, disons. Hein. C'est-à-dire, il y a une série d'idées, comme ça, qui sont organisées par partie, mais il manque en fait d'une phrase d'introduction au début de chaque partie pour comprendre comment la partie, ce que veut démontrer la partie. Par exemple, dans la partie England's Position, on n'a aucune idée de ce que veut montrer la partie. Et quand ensuite on voit une partie sur Generosity and Empathy et Racism, on se dit ben, quels sont les rapports. Donc j'imagine que l'idée c'était que la position de l'Angleterre était ambivalente, puisque d'un côté elle essayait de faire passer, dans son discours impérialiste, elle essayait de faire passer son action comme une action de sauvetage des colonies d'une certaine manière. Donc cette idée de fake kindness, fake, etc., ça c'est une bonne idée, mais que derrière,
il y avait un sentiment de supériorité qui avait toutes les apparences du racisme tel qu'on en parle aujourd'hui. Même si le mot racisme, faites attention, c'est pas un terme qui était utilisé à l'époque, hein, donc c'est un terme typiquement du XXe siècle et du XXIe siècle. Voilà, donc c'est un plan en soi qui est intéressant, mais qui manque justement à chaque niveau. Au niveau général, ça manque d'une problématique, et à l'intérieur de chaque partie, il manque d'une phrase problématique qui explique ce qu'on va démontrer dans la partie. Donc, pour cette raison, il n'est pas entièrement convaincant, parce qu'il manque ces éléments qui permettent de bien situer ce vers quoi on veut aller dans la démonstration. Le suivant, alors le suivant est très développé. Donc, première présentation des documents. Ça, il faut absolument le faire, hein. Dans l'introduction, on présente les documents. Alors, essayez d'éviter de dire « the document talks about »,« deals with », ou je ne sais pas, mais pas « talks about ». « The document doesn't talk ». Donc, présentation des deux documents. Donc, ça, c'est bien. On tire de la présentation des deux documents que les deux documents sont au sujet, ils traitent tous les deux du sujet de l'attitude des Victoriens par rapport aux étrangers. Et la question qui est posée, donc la question problématique, to what extent do these two documents illustrate the biased and racist perception that the Victorians had of foreign peoples while showing how deeply rooted it was in society? Donc c'est un peu long la phrase, mais j'éviterai le mot raciste, hein, pour la raison que j'ai expliquée. Raciste, c'est effectivement un jugement de valeur du XXe siècle, du XXIe siècle, donc j'éviterai de biased est tout à fait bien. Utilisez les termes de othering aussi, qui correspondent bien à la situation. Donc, une problématique un peu lourdement exprimée, mais qui est relativement claire. Alors, un plan qui est très bien détaillé, donc ça, c'est vraiment ce type de détail auquel il faut que vous arriviez. Donc, two examples of biased representations marked by stereotypes and dehumanization. Et là, dès le départ, on voit qu'on part des textes, on part des exemples. On part des exemples et on essaye de confronter les textes. C'est-à-dire, on ne prend pas d'un côté Krao, de l'autre côté, enfin le texte sur Krao, de l'autre côté la publicité, mais on essaye de les confronter dans une même partie. Two documents showing, or biased documents, biased representations marked by stereotypes and dehumanizations. Alors, petit a, representations that dehumanize and animalize foreigners. Donc là, on y va de façon thématique. Donc, qu'est-ce qui, dans les deux documents, montre cette notion de déshumanisation et d'animalisation des étrangers? Et là, on prend des exemples dans le texte The Imperialist Poster, donc la manière dont sont représentés les Africains, en effet, les bouches qui sont exagérées, clownish mouths, les lignes pour les yeux des Asiatiques, comme s'ils n'avaient pas d'yeux, etc., etc. Donc des stéréotypes pour tous, hein, effectivement, y compris les drapeaux, etc. L'opposition avec les personnages britanniques, hein, donc, qui en général sont habillés, sont dans une position de supériorité. Et puis, dans le freak show, la fascination pour la différence de Krao, ou les différences de Krao. Le fait qu'elle montre en partie sa peau qui est poilue, qui disait, donc la monkey girl, hein, les mots aussi utilisés pour en parler, donc déshumanisation, objectification, animalisation. Et là, on le montre à partir des documents. Ensuite, complete absence of individuality, donc ça c'est le second point de ces représentations biaisées. Effectivement, notamment dans le poster, mais c'est surtout dans le poster. Hein. Surtout dans le poster, on réduit les personnes à leurs différences. Donc ça, c'est important. Donc c'est une vision qui est très essentialiste.
qui est fondée sur les stéréotypes et qui semble considérer que tous les Africains vont ressembler à une caricature, un stéréotype, tous les Asiatiques vont ressembler à une caricature, un stéréotype, et en revanche, les personnes qui représentent la Grande-Bretagne vont être, elles, la reine Victoria, qu'on identifie immédiatement en tant qu'individu. C'est un peu différent dans le texte sur Farini, sur Krao Farini, puisque là, le focus, il est vraiment sur Krao en tant qu'individu, même si elle est déshumanisée, etc., elle est quand même individualisée, puisque c'est Krao, on la met en scène, on la met, etc. Mais malgré tout, cette notion d'absence d'individualité, je crois qu'elle était importante à souligner. The two sides of the racist discourse, donc moi je parlerais de plutôt othering discourse, ou même imperialistic discourse. Et là, donc, l'idée d'une symétrie entre les représentations sur le poster et les représentations qu'on peut avoir dans le texte de Farini. Donc, le texte qui, d'une certaine manière, est une validation, soi-disant validation, bien sûr, mais des idées qui sont représentées dans le poster. Et donc, transition, ces représentations viennent donc du point de vue impérialiste et ce type de discours était institutionnalisé. Ça, c'est bien également. Alors, la deuxième partie, il manque quelque chose. Two documents showing how deeply institutionalized the imperialistic discourse was, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais voilà, il manque quelque chose dans cette phrase, pour ça que je pose l'interrogation. Donc, the racist discourse, alors je dirais the othering discourse in science, donc la notion du missing link, la façon dont on mettait en scène cela comme des leçons de choses, d'une certaine manière, comme des leçons de science, des cours de science, donc l'exemple de Krao. Et l'institutionnalisation de ce discours aliénant, puisque même les scientifiques, ou les soi-disant scientifiques, ou certains soi-disant scientifiques, inscrivaient ce type de position dans leur discours. Donc ça, le fait que des scientifiques, que la presse, que les médias, etc., aient ce discours, évidemment, ça institutionnalise ce discours. Et puis, deuxième partie sur la civilizing mission of the British white man, donc ce point de vue impérialiste, donc avec notamment l'image qui est très représentative de ce point de vue, puisqu'on voit les personnes des colonies qui viennent quasiment remercier la reine pour la magnifique cuisinière dont ils n'ont sans doute rien à faire, mais la magnifique cuisinière Rippingale, je ne sais plus comment il s'appelle, et une troisième partie sur la perception anglocentrique du monde. Donc ça, c'est vraiment un bon travail. Ça, pour moi, c'est le meilleur des plans. Il me semble que c'est le meilleur. Il y en avait deux qui étaient... L'autre, on en avait déjà vu un qui était pas mal du tout. Celui-là est encore un petit peu au-dessus. Donc c'est un très bon exemple. C'est clair depuis le départ. C'est suffisamment détaillé et surtout, ça part des textes. Hein, ça part des textes. Donc comme ça part des textes, ça utilise le cours complètement. Hein, c'est-à-dire que toutes les connaissances vues en cours ou vues dans des lectures, c'est celles-là qui vous permettent d'analyser le texte comme il est analysé ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez le suivre comme exemple d'un bon plan. Alors, le suivant, the documents show both sides of the imperial discourse. British people try to give a good image of themselves as generous and protective, but have actually the opposite purpose of proving their superiority and showing their interested vision. Alors, c'est un peu maladroit dans la formulation, mais l'idée, elle est bonne. Hein? Après, il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est de dire they actually have, d'ailleurs, j'ai oublié de corriger, the opposite purpose, showing their interested vision. Non, le but des Britanniques n'était pas de montrer qu'ils étaient intéressés. Sûrement pas. Enfin, je veux dire, vous voyez, donc là, il y a un petit bug dans cette phrase. Mais sinon, l'idée de base de la problématique, elle est tout à fait correcte. Alors là, un découpage en deux parties
paternalistic vision et imperial superiority. Je dirais, bon, vous voyez les différentes parties à l'intérieur. Les grandes idées y sont, c'est évident. Maintenant, est-ce que... Alors, la première chose, est-ce que c'est relié suffisamment au texte? Oui, en partie. On fait certaines remarques sur les textes, donc en partie oui. Je ne suis pas sûre qu'ensuite, lors de l'oral, on ne s'éloigne pas un petit peu et qu'on ne tombe pas un petit peu dans le cours plus que dans la récitation du cours, j'allais dire, plus que dans une véritable analyse des documents. Donc ça, parce qu'ils ne sont pas suffisamment développés pour être sûr qu'on ait le bon réflexe le jour de l'oral. Après, pareil, parler 12 minutes à partir d'un plan qui est seulement à ce niveau de détail, ça me semble pas évident. Ça me semble pas évident et surtout, alors sauf si on est très à l'aise, hein, je veux dire avec l'expérience, bien sûr que c'est facile de parler 12 minutes comme ça. Mais quand on est en L3, on n'a pas toujours l'expérience suffisante pour pouvoir parler à partir de seulement quelques lignes comme ça. Certains le peuvent, hein, mais pas tout le monde. Et je dirais que la majorité ne le peut pas. Donc faites attention à ça, sauf si vous êtes vraiment très sûr de vous de ce point de vue. Et surtout, comme c'est peu détaillé, on risque d'oublier plein de choses au moment où on va faire l'exposé. Là encore, n'oubliez pas, vous n'êtes pas chez vous en train de faire un exposé devant votre miroir. Vous êtes devant un interrogateur, donc c'est la situation d'examen, il y a un enjeu derrière. Donc nécessairement, on perd un petit peu de ses moyens, en partie, et nécessairement, c'est là qu'on va oublier certaines choses si on ne les a pas notées. Donc, il ne faut pas rédiger le plan, hein, c'est pour ça que je vous disais, le plan précédent, de ce point de vue, il est bien. Il pourrait être même un petit peu moins rédigé, mais au moins il donne les idées qu'il ne faut pas oublier. Mais il faut un petit peu plus que ça, donner un peu plus, pas en rédigeant. Je pense que ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas rédiger, mais il faut quand même noter les idées, pour ne pas les rater, les sauter. Alors, celui-là... donc, présentation des deux documents. They're dealing with the notion of the imperialist discourse, and we will see how Darwinism influenced it. Le problème, c'est qu'après, on ne peut pas dire que le plan soit vraiment... Enfin, si, il est lié à ce qui est dit, mais la problématique serait à reformuler ici. C'est typiquement une problématique. Souvent, la problématique, il faut la reformuler une fois que le plan a été... il faut trouver une problématique avant d'arriver au plan. Mais après, il faut la reformuler une fois que le plan a été fait. Parce que souvent, on va l'affiner. Là, il est clairement encore un petit peu vague, la problématique. Donc, une première partie sur la notion of othering. Alors, très bonne remarque sur le fait que le discours colonial ne peut pas exister s'il n'y a pas une opposition. C'est-à-dire on se définit comme supérieur par rapport à quelqu'un d'autre, donc les civilisés, non civilisés, ou les éduqués, non éduqués, etc. etc. J'aime bien la manière dont la première partie se divise en deux parties, define the other to define yourself. Donc define the other, donc c'est à partir des caricatures des différentes cultures qu'on va voir dans le poster ou dans l'article. Et puis to define yourself. Je ne suis pas sûre de to bend the knee, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là. They are kneeling, ils sont à genoux, c'est tout? Non? C'était vous? Non, c'est pas vous, c'est qui? C'est vous? Bend the knee, ça se dit? Avant? Bend the knee. Ça doit être très, ça fait très médiéval, je trouve, de dire ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être un truc, voilà, c'est ça, ben voilà. Oui, ben, kneeling, hein, tout simplement, c'était ça, je suppose, oui. Mais je ne sais pas si ça se dirait, je sais pas. Je vous dis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça croirait un truc médiéval, quoi. Mais je ne sais pas, peut-être que ça se dit encore, c'est peut-être moi. Alors, donc, to define yourself, donc ça, c'est bien, effectivement. Le fait de définir l'autre par j'allais dire, à travers des descriptions qui sont soit dégradantes, qui sont soit humiliantes, qui l'objectifient, qui l'animalisent, qui le déshumanisent, etc. C'est aussi un moyen de parler de soi.
un moyen de parler de soi, soit par opposition, hein, c'est-à-dire j'objectifie quelqu'un pour me sentir moi humain, j'animalise quelqu'un pour me sentir moi humain. Donc ça peut être ce type de raisonnement. Donc là c'était bien, oui c'est très bien même, avec à chaque fois donc des exemples tirés des textes. Donc par exemple l'idée du fourneau qui est au centre, qui représente la soi-disant civilisation telle qu'elle devrait l'être selon les Britanniques, c'est-à-dire leur civilisation. Hein. Le fait qu'on montre les personnes des colonies les remercier la reine, comme s'il était évident qu'ils avaient besoin d'un fourneau et qu'ils ne pouvaient être que reconnaissants au grand empire britannique pour leur offrir ces fourneaux. C'est vrai qu'un fourneau au milieu de la jungle africaine, c'est très utile. Dans l'article, de la même manière, la façon dont on déshumanise Crowell. Donc, une transition qui est bien faite. Donc là aussi, il y a une transition. Ça, c'est très important dans un plan, parce que ça vous aidera à faire la transition clairement pour l'interrogateur. Scientific advancements helped to create a definition of the other opposed to the so-called superior man on the scale of evolution, the Anglo-Saxon. Donc, deuxième partie sur scientific education. Spreading of scientific knowledge to anchor the perception of the other through posters and freak shows. Donc effectivement, très, très important, l'utilisation du discours scientifique que l'on trouve dans les documents, alors notamment celui sur Crowell, il est particulièrement important parce qu'il aide à poser la soi-disant supériorité de la Grande-Bretagne, dans le cas particulier. Donc c'est un bon plan, hein, clairement c'est un bon plan aussi. Alors il est différent du premier, enfin des deux premiers dont j'ai dit que c'était des bons plans aussi. Il est différent dans le sens où il n'a pas la même problématique, même si la problématique elle est un peu à revoir ici, hein, enfin à préciser. Mais il y a de très bonnes idées, donc vous voyez on n'attend pas un plan unique. Il y a évidemment des idées qui sont incontournables, mais la manière de présenter ces idées, elle peut être très différente d'un plan à l'autre. Et parmi les plans les plus détaillés qu'on a vus, il y en avait 3 qui ressortaient pour l'instant. Clairement, ce ne sont pas du tout les mêmes parties. Il y a les mêmes idées clés à l'intérieur des parties, mais je veux dire, ça n'a pas été présenté de la même manière. Et malgré tout, ce sont 3 plans qui sont tout à fait convaincants. Donc ça, c'est encore un bon exemple. Le plan numéro 10. Donc, from a scientific point of view, the Victorian era is renowned for the infamous Darwinian theory. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est une infamous theory. Elle a surtout été beaucoup déviée, cette théorie. Mais infamous, je ne suis pas sûre que ça corresponde ici. Alors, la problématique, c'est the alleged inferiority of foreigners and their exploitation by Anglo-Saxon. Bon, c'est simple, mais pourquoi pas. English supremacy over other lands and ideas of superiority and inferiority as 2 values that have spread after that. The use of inferiority as a trick, as a way of psychologically or mentally persuading these people and using them. And the fact that people with diseases or foreigners are shown to the public sphere as an attraction or animals. Donc les 3 idées, elles sont tout à fait justes. Je ne suis pas sûre que la troisième partie soit bien placée ici. J'ai l'impression qu'elle serait mieux au début, que c'est plus on part des faits et ensuite on en déduit que la Grande-Bretagne avait une vision assez suprémaciste, etc. C'est un plan également qui ne prend pas en compte, en tout cas dans les parties, même si après on en parle, qui ne part pas des textes. Donc là encore, peut-être que dans le rendu final, on en parlerait, mais en l'état, à partir d'un plan comme ça, vous prenez le risque de ne parler que du cours, de ne parler que des idées que vous avez vues en cours et d'oublier complètement les 2 textes. Donc attention. Et de toute façon, quand bien même les idées sont bonnes, hein, c'est pas le problème, c'est un plan trop peu détaillé pour arriver à parler à partir de là. Donc on a un peu le même type de problème.
Donc, representations of aliens in the public sphere. How are they represented in the public sphere? Here in a freak show and an advert. C'est difficile de dire in freak shows and adverts in general. Ben, c'est dans un en particulier. Après, on peut généraliser sur certains aspects, mais pas sur tous. Là, qu'est-ce qu'on peut dire du plan présenté comme ça? Quel est le risque d'un plan comme ça? Là encore, il n'y a aucun plan qui dise des choses fausses. Hein. Tous, clairement, ont compris les enjeux. Mais quel est le problème, selon vous, d'un plan comme ça? Avec ces deux parties, donc English people and their civilizing people, alors je dirais British, et ensuite Anglo-Saxon superiority, bon, pourquoi pas. Et puis après, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 idées à l'intérieur du plan. Alors, il peut y avoir effectivement, oui, il peut y avoir effectivement des répétitions, vu les... On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une évolution entre les deux parties, du point de vue thématique. Voilà, et le risque, c'est le risque catalogue. Quand il y a comme ça 6 idées qui sont les unes en dessous des autres à l'intérieur d'une partie, si vous partez de quelque chose comme ça, alors bien sûr, vous pouvez parler à partir d'un plan comme ça. C'est pas le gros problème. Vous pouvez parler parce que vous avez quand même des idées, vous avez 12 idées différentes à développer en 12 minutes, ça va vite. Mais le problème, c'est que le fait de les avoir présentées comme ça sous forme d'idées, sans montrer l'articulation entre ces idées, comment elles s'articulent entre elles, ça risque très vite de faire catalogue. Donc les idées, elles sont justes en soi, mais ça risque de faire catalogue. Et puis, enfin, s'il y a des références au texte et à l'image ici. Pas toujours entièrement clair, parce que là, par exemple, throwbacks to earlier forms, steps of the evolutionary ladder, j'imagine que c'est dans le texte, mais c'est pas clairement dit, donc faut faire attention à ça. Et puis, on met sur le même plan, d'une certaine manière, des extraits du texte, steps of the evolutionary ladder, throwbacks to earlier forms, et puis des idées, considered half animals, or Farini created a business using, etc. Voilà, donc c'est un petit peu mélangé, tout est sur le même plan, et ça risque de faire un petit peu catalogue. C'est effectivement le risque numéro 1 d'un plan comme ça, malgré les idées qui sont juste là encore. Et le dernier, donc il n'y a pas de problématique qui a été formulée pour celui-ci. Ah oui, puis j'avais quelqu'un qui m'avait rendu j'ai complètement oublié celui-là, une introduction, c'était qui? Moi, je crois. Ah oui, je crois. Je vous le rendrai la semaine prochaine, j'avais complètement oublié, je ne l'ai même pas lu, j'ai dû le mettre sur mon bureau, et comme tout le reste, je l'ai reçu je vous le rends la semaine prochaine. Hein, désolé. Donc, ideologies of authority figures, j'ai pensé que ce matin, c'était un peu tard. Ideologies of authority figures, scientific normative discourse. Donc, on est sur cette notion d'en effet des figures de l'autorité, la science notamment. Hein, la science, ça peut être aussi la presse d'ailleurs, c'est un petit peu différent, mais ça peut être aussi les médias. Et c'est le discours clairement du gouvernement, c'est le discours impérial. Donc à la fois ce discours normatif scientifique avec la théorie de Darwin et la manière dont elle a été utilisée pour servir l'idéologie de la soi-disant supériorité des anglo-saxons, et puis le discours institutionnel normatif également, donc le paternalisme, l'idée de soi-disant supériorité, infériorité des uns et des autres, l'imposition de cette idéologie aux peuples qui ont été soumis, aux peuples qui sont colonisés, et la culturation. Donc, the state builds a discourse to justify his domination and the statute of the people internationally and nationally. However, the theory isn't sufficient enough to control people. They have to apply it and create institutions to propagate this ideology. Et donc, la deuxième partie sur les usages empiriques des discours idéologiques, j'ai oublié de corriger, Darwin and Victorian Institutional Ideology in Practice. Donc là, on n'est plus sur la théorie, mais on est sur la mise en pratique de ces théories. Donc comment s'exprime le paternalisme, comment s'exprime cette sorte de sentimentalisme par rapport à l'Empire. Et puis,
la popularisation de l'éducation scientifique à travers les freak shows et voilà, la manière dont les freak shows ont permis de mettre en pratique auprès du plus grand public ces théories pseudo-scientifiques sur la soi-disant supériorité de certaines races, entre guillemets. Alors ça, c'est un plan qui est très intéressant du point de vue de l'argumentation théorique, qui manque un petit peu de référence au texte de départ. Voilà. C'était vous, ça, je vous ai reconnu. Qui manque de référence au texte de départ. Donc, on pourrait garder ce plan en grande partie, mais en réinjectant beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Et donc ça manque, et un jour d'oral, là encore, ça risque de dériver sur quelque chose de trop théorique et qui ne part pas des textes du départ qu'on vous avait demandé d'étudier. Mais autrement, c'est intéressant comme approche. Voilà, bon, on a passé plus d'1 heure dessus, mais c'était important. On essaiera de faire une deuxième fois, on prendra 1 heure pour faire un plan sur un texte, un peu plus loin dans le semestre, et puis on prendra 1 heure également pour pouvoir commenter les différents plans, parce que c'est comme ça que vous pouvez comprendre ce qui vous est demandé. OK? Right. So, now, after a first part on the perception of aliens in the public sphere, we'll now focus on the perception of the poor in the public sphere in Victorian and Edwardian Britain. And before focusing on different types of perception of the poor at the time, I'd like to say a few words about the social situation in the late 19th century, early 20th century, and especially the situation of the working class, among which, of course, the poor could be identified. If you take London in particular, as most of the course is focused on London, because many of the texts of the time, many of the texts written by urban explorers at the time were texts about London and the situation of London. So if you take London at the time, it was considered to be a place of complete opposites, with, on the one hand, very wealthy neighborhoods, especially in the west end of the city, and, on the other hand, poor and very poor neighborhoods, even slums, slum districts, particularly in the east of London, the east end of London, and the south as well. I'll show you a map of poverty in London in the 19th century to show you how poverty was, how it was divided, I would say, distributed rather in the city at the time. And if you take the slum districts of the East End or the south of London, south of the Thames at the time, they were marked by epidemics, prostitution, criminality, shameful housing conditions, and gambling, alcoholism, etc. So a wide gap between the very rich and the very poor, and as we said earlier, this gap was becoming more and more visible, exactly as aliens were becoming more and more visible in the public sphere due to the new means of communication, due to the new means of transport. The poor and poverty, generally speaking, also became more and more visible in the public sphere from, I would say, the second part of the 19th century. Well, philosophers like Thomas Carlyle, for instance, or Friedrich Engels, attributed the phenomenon of utter poverty in the big cities, and especially London, to capitalism and to the increased competitiveness, increased individualism and competitiveness which animated
the cities of the late 19th century. To them, life in the city was becoming more and more individualistic. As I already said in another class, if I remember well, before cities became so important, that is, at the beginning of the 19th century, before there were communities, even if people were poor, they lived in communities, in villages, typically. So there was always the community to help the poor, which doesn't mean that their situation was easy, but it was less tragic than the situation of the poor in London at the end of the 19th century, when life had become more and more individualistic, and when the notion of community had started to disappear. So without the community to support you, poverty was even more difficult to bear. At the time, in the 19th century, from the Victorian period, three great social classes could be defined. First, the aristocracy, or the upper class. The aristocracy, at the end of the 19th century, was losing control of everything. It was losing control in the economic sphere. It was losing control in all types of sphere, in the sense that more and more aristocrats had problems. They had problems because they had wasted their family wealth. And more aristocrats, you know that aristocrats normally do not work. They are what is called the leisured classes. In the 19th century, in the early 19th century, for instance, most aristocrats did not work. They lived thanks to their estates. They lived thanks to the money that they had inherited from their families. But with time, and especially with the growing power of the middle class, with the decline of agriculture, aristocrats were landlords in Britain. They didn't live in the city. Most of them lived in the countryside, and they came to the city only for a few months. They went to London for the season, what was called the season. That is a few months during which parliamentary sessions were held. And this is the time when they went to the city and when they lived in the city. So most of them had a manor in a manor in the countryside and an apartment in a flat in London. So their wealth came from land, from investments. But by the end of the 19th century, with the decline in agriculture and the growth of industry, of the industrial power, they lost their prestige, and more aristocrats tried to marry their daughters with people from the upper middle class. Well, initially this was something that they didn't want to do, but then they understood that it was the only way to save the family. That is, marry a rich banker or marry a rich American. It was also quite fashionable to marry a rich American. Well, I'm not particularly interested here in the case of the aristocracy, but it's important to note that its power was declining at the end of the 19th century, and it didn't have the prestige that it used to have in the past. The rising social class during Victoria's reign was the middle class. It was in a way a new class which emerged with the Industrial Revolution. If you take, for instance, the medieval society, there were the landlords and more or less the peasants, or those who worked for the landlords, so no particular social classes. The middle class did not really exist at the time, even, of course, if there were people that were wealthier than others.
But in the 19th century, the middle class came into existence, and it was a rising social class at the time. The middle class generally had white-collar jobs, you know, intellectual jobs, not blue-collar jobs. The blue-collar jobs are rather jobs for workers. The middle class was associated with intellectual or white-collar jobs. And something important, the middle class or middle-class people were paid monthly or annually. At the time, the poor were paid on a daily basis, but the wealthier people were paid either on a monthly basis or on an annual basis. And this very often made the difference between the poor and the others. The fact that the poor were paid on a daily basis. Pourquoi j'ai mon téléphone? Désolée. En plus, c'est des faux trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. C'est 2 fois qu'il a fait ça. Yeah. So, among the middle class, you had what could be called the upper middle class. The upper middle class was constituted of bankers, merchants especially. There were those who took over the control of the Victorian society. That is, there were those who took the power that the aristocrats had in the past. Then, still in the middle class, you had the middle class, not upper, not lower. Among them, you could, for instance, you could find doctors, lawyers, clerks, mostly. And then, so these people lived quite comfortably. And then you had the lower middle class. The lower middle class was made of, for instance, journalists, shopkeepers, well, that type of occupation. So they were not poor, but they were not well off. They could afford a day off for the holidays, for instance, but they could not afford. The lower class, the working class, was concerned by physical labor, not intellectual labor, but physical labor. And most of them were paid on a daily basis, some of them on a monthly basis, but mostly on a daily basis. Which also meant, if they were paid on a daily basis, that very often they found a job only for a few days, and then they had to look for another job. And many of them spent a lot of their time looking for new jobs, because when they got a job, it was sometimes for 1 day or 2 days, or maybe a week, or maybe 2 weeks, which was already extraordinary. And they had to spend time finding another job. There was a man, a sociologist, called Charles Booth, who worked on London poverty in the 1880s. And he published a map of London poverty. And now it's online on Charles Booth's London Poverty Maps and Police Notebooks. And, yeah, well, this is, for instance, the map. So if you, for instance, well, the legend is supposed to be, where is it? Ah. And you see the colors used for the streets correspond to, well, when I looked at it from my own computer, there was a legend with, I can't see it now. No.
Well, the red streets are streets that are wealthier streets, which were considered to be very dangerous, in which there was gambling, prostitution, etc. What he called vicious streets. Vicious streets. So it's quite interesting to see. You see here a pocket of utter poverty, well, next to a long road, which apparently was quite wealthy or well off. Or here again, you see here and here, two streets which apparently corresponded to very destitute environments, but in the middle of, well, the blue ones are the poor streets, but not very poor, not destitute, and the red one are the quite well-off streets. And he also published many police notebooks. They are quite interesting to analyze, by the way. They are police notebooks from the time, and I'm just going to show you an example. So they have been scanned, and yeah, well, can't read anything. Well, normally you should be. Oh no, it's just the first page. Sorry. So you see, they are the police notebooks of the time. So, and yeah, and you have, well, it's difficult to show you, but, and you have the, well, the different testimonies in a way of the policemen who especially worked in the difficult streets, the most destitute streets. And it's quite interesting to see, well, sometimes difficult to read, but it's quite interesting to see the way they described the poor people, the way they lived, the type of customs they had, or the foreign people as well. And you have, they are just notes, you know, that policemen were writing down, they were writing down while they were working at the time. But they're quite interesting to study for sociologists or for historians, so as to have primary sources about what it was like to live in such streets. Well, of course, it's once again the point of view of policemen. It's not the point of view of the people living in the streets, but still they are particularly interesting notebooks here. So, yes, the notion of poverty in London was starting to be studied, and it was starting to be studied by sociologists like Charles Booth. His London maps, poverty in London, it dates back from the 1890s. And in his study, he said that about 8% of the population of London was very poor, destitute, what he called the vicious streets of London, about 8%, and that about 22% were just poor, not very poor, but poor. What he tended to call the respectable poor, the vicious poor and the respectable poor. Now that's typically Victorian as well. This map, and the fact that it was advertised, promoted at the time, and also the fact that it came about 30, 40 years after the great study of London poverty published by Henry Mayhew, you remember? Henry Mayhew, M-R-Y-H-O-W. Henry Mayhew, who wrote about 30 volumes on London poverty, London labour and the London poor, in which he interviewed poor people. It's one of the only books in which I have the point of view of the poor. So it's particularly interesting study from this point of view. So all this made poverty, or tended to make poverty, more visible to the general public, because the newspapers spoke about these studies.
So as more and more people could read the newspapers and could buy the newspapers, it meant that more and more people were aware of the situation. And it explains why, with this new visibility of poverty, there was this desire on the part of some people, especially educated people, to go and see the poor, to go and visit the poor, in a way. This will be the fashion of slumming, which will devote a class to probably next week. The East End of London, especially, even if poverty was not only reduced to the East End of London, but the East End of London became almost a myth at the end of the 19th century. It was almost the place to be, or the place to visit, you know. The place to visit because it seemed to be so dangerous and so fascinating at the same time. The Victorians liked all that was morbid. They had a kind of morbid fascination for violence, especially. For instance, they had many street spectacles which staged violent events or violent either events from real life or violent spectacles, violent shows. And the fact of reading about neighborhoods which were so destitute that alcoholism was rampant, that prostitution was rampant, that you had epidemics, etc., etc., it frightened them, but it also fascinated them. And there were many spectacles organized around this. So this is typically Victorian. The problem with the very poor was that they had no fixed job. And this explains their situation. So generally they had, well, their employment was very uncertain. And they could spend hours and hours every day looking for a new job. Generally, employment was better during the season when the aristocrats were in town. But once the aristocrats left, at the end of July or August, then employment became slack again, and they had difficulty finding a new job. And if they didn't have a job, a regular job, it meant that they couldn't pay for a rent, for a house. So the poor, or the very poor, either lived in a room, for instance, a small room. Sometimes in a small room you could find up to 15 people living in one room. Or they didn't have a flat. If they were even more destitute, they didn't have a flat, and they used the workhouses. The workhouses, they were called at the time, which were houses for the poor. They were night refuges, if you want. But generally, to go to these workhouses, you had to have a place, a bed. Well, not even a bed, a seat to sleep, because very often they slept. They just had a seat, and they slept sitting in a way. With a rope to prevent them from falling down, and in the morning they just pulled the rope, and everybody was immediately awakened by the pulling of the rope. So the problem with the workhouses is that there were so many poor people who wanted a place in a workhouse that generally they had to go to you could go there for one night, and then you had to find another workhouse. And it meant that each day, many poor people from the early morning had to try to find a workhouse, and generally they had to visit 1, 2, 3, 4, 5 workhouses before finding a place, and before finding a place where to sleep and where to eat as well. And this meant as well that they didn't have time to find a job.
because while they were looking for a workhouse, they were not looking for a new job. So this was a kind of vicious circle, and the very poor, the destitute, as they were called, were trapped in this kind of vicious circle. And this was the main problem, which explains that the situation seemed to be completely impossible for them. So the new visibility of the poor was due to new means of communication, the media, new media, the fact that more and more people could read and read the media, the fact that the transport means had developed, the development of omnibuses, for instance, allowed people to move much more freely and much more frequently within the same city. So we have exactly the same pattern as with foreigners. Foreigners became more visible for exactly the same reasons the poor became more visible. And by the way, most foreigners at the time, at least those who were being alienated and othered, most of them were poor as well. So very often when you have texts dealing with poverty, they also deal with immigration, because immigrants were also poor people for most of them. Or there were, of course, immigrants who had succeeded and who had managed to be integrated into British society, but these were not the immigrants that the texts spoke about. So obviously, when you have texts about poverty, you will also they will also include references to immigrants and poor immigrants in particular. There is a very telling example. It's about poor children at the time. Very often they were called street Arabs, les Arabes des rues. But when you read the texts about street Arabs, you soon come to realize that they just mean poor children. It doesn't mean that the children are Arabs, not at all. It's just that they called them the street Arabs, the poor children. So both categories, immigrants and poor, were othered, they were alienated, and they were mostly othered in the same way, through the same type of discourse, which was the imperialistic discourse. And this is what we'll see when we study the vision of poverty at the time, the vision of the poor at the time. We'll see that it was also the imperial discourse, the imperialistic discourse, which was dominant in the representation of the poor. And that in many texts we will find exactly the same expressions of so-called superiority, the same expressions of this dominant discourse, whether applied to immigrants or foreigners or to the poor. To illustrate this, or to start illustrating this, because we'll study different types of texts, of course, we'll start with a few cartoons, all of them by Gustave Doré. Gustave Doré was a French engraver, draftsman, but he spent quite a lot of time in London, and especially he worked with a journalist, Gerald Blanchard. And Gerald Blanchard and Gustave Doré eventually published, Blanchard Gerald, I never know which is the first name and which is the last name, but apparently it's Blanchard Gerald. And they published this book, London, A Pilgrimage, 1872. The texts of the book were by Blanchard Gerald, and the engravings were by Gustave Doré. And in this London, A Pilgrimage, well, the very notion of a pilgrimage is very telling. They typically acted as urban explorers, and they walked in the streets of London, and they tried to express all the differences that there were in London.
So they especially focused on opposites, on the very rich, the very wealthy parts of London. For instance, they're going to describe, I don't know, the Queen's apartments, for instance, or the Queen's flats. And on the other hand, they're going to describe the very poor neighborhoods of London. So, of course, the extracts that we have here, which are just the pictures, not the text. The text is not very interesting in itself. The pictures represent utter poverty. So it's a series of black and white engravings. The first one being a Whitechapel coffee house. The second one being scripture reader in a night refuge. And here you see they had beds. Well, not real beds, but they were not just sitting. The third one being Dudley Street, Seven Dials, which is today a very lively commercial street. The fourth one, the organ in the court. And the last one, Asleep Under the Stars. So you have 5 or 6 pictures, all by Paul Gustave Doré, and all representing the way he saw poverty, and especially utter poverty. What was called by Charles Booth the vicious poor, or vicious poverty. That is, those who lived in the streets, or who lived in such conditions that they were almost dehumanized in a way. So let's focus on, well, first your general impression of the 5 pictures. What is your general impression? In terms of atmosphere, I mean. Yeah. Well, the black and white coloring makes it even darker, like worse. Yes, obviously. Black and white, and rather black than white. Black is obviously predominant in all pictures, and seems to reflect an atmosphere which is presented as oppressive, as unrelieved, I would say. Oppressive, unrelieved, sad as well. Obviously, yes. And there's this play in almost all of them, this play on light and shadow, which is particularly relevant and particularly characteristic. This play on light and shadow. Well, here, for instance, the light is focused where? Face of poor. Yes, on the faces of the poor, especially on the left hand side. That's right. How can you describe this first picture? And what can you say that, in a way, it looks like the picture that we've already analyzed, if I remember well, in Slummibus. We've already analyzed this one in Slummibus. Yeah. You know, with the 3 rich people in the middle of... Like this one, you see the aristocrat in the middle. Yes. Looking at the poor, and you also are looking at them. Yeah, there's this notion of double gaze. Well, maybe not aristocrats, but at least educated, wealthier people in the middle. They are standing in the middle. They seem to be taller than the poor. It's the perspective which gives this impression, probably, but the impression is that they are taller, they are more imposing in a way. And you have the poor here on the right-hand side, on the left-hand side, looking at them. And both see, well, on the part of the poor, they seem to be gazing at the 3 men, maybe wondering what they are doing in this place,
which obviously is a poor place. It's a coffee house, but a coffee house in Whitechapel. So Whitechapel was the neighborhood where Jack the Killer killed his victims. So it was a destitute neighborhood at the time. And many wealthier people did not dare to go to Whitechapel because they thought it was a dangerous place. So we don't know exactly what these three men are doing in Whitechapel. But their presence is obviously surprising to the poor. So they are looking at them, and all of them are looking in the same direction. The three men, on the other hand, have different attitudes, exactly as in Slummibus. One of them is looking ahead, the other one is looking at the women on his right-hand side. So they have different attitudes, but it's a game of different types of gazes, obviously. Gazes from people who do not belong to the same world, obviously. And they are seen as the intruders, in a way, the intruders in this poor Whitechapel coffee house. Okay. Now, what can you say about the contrast between the three men here and all the people here? It's difficult to identify the number of people. You're almost under the impression that the wealthy men are in the gallery, not in the art gallery. That's right. And whereas the poor are almost, in the form of exhibition, Mm-hmm. with the wood board separating each group. Mm-hmm. Yeah, as if they were the exhibits. As if they were the exhibits. Yes, it's true. It's true. There's this, in Slummibus we spoke of this image of the zoo, but it's the image of the exhibition is a very good one as well. It's as if the poor people were, in a way, showcased to the rich, which they are not, of course, but the impression, and this is the idea of the atmosphere seems to be quite uncomfortable because they do not know each other and they seem to feel uncomfortable with one another. But it's true that they are almost as exhibits from the point of view of the three gentlemen in the background. What was in this picture particularly shocking for a Victorian reader? Yeah, I don't know for your question, but I have Yeah, okay. Sorry. I think there is the absence of women in this picture, just for the rich people. This picture represents the rich people very, like mannish. That's all men are rich, not women. We had another picture that we saw. It was in the slum dog, I think street. There were women. In Slummibus. Yep. So it has a contrast. Yeah, you're right. Well, probably because it's a coffee house, and women were not supposed to go to coffee houses, especially in Whitechapel. Yeah, but what was shocking to a Victorian reader here was the presence of women, especially in a coffee house. The presence of women in a coffee house, probably in the middle of the day, that is spending their time drinking instead of working. This would have seemed shocking to the Victorian reader. Exactly as in the other cartoon by Georges du Maurier, another French name, by the way. Exactly as in the other cartoon by Georges du Maurier, the presence of children in the streets in the middle of the day was deemed shocking, because children were not supposed to spend their time in the street. Once again, we have this opposition between the few, the three gentlemen, and the many, the poor. It's difficult to know how many people there are, how many poor people there are in the picture. So the opposition is also present, exactly as in Slummibus. So this is the first picture. Second picture, this one. Scripture reader at a night with Huge. Can you compare and contrast this picture with the first one?
is comparable. Again, the comparison between the population of rich and the poor people, you know. Yeah. As we can see, there is one rich person in Mhm. there, and The few and the many. Yeah, the few and the many. Yeah. Not few, it's one. And the many. Yeah, so one man standing in the middle, he is the educated man, he has the book, he's reading the scriptures to the others, and the many. And here it's even more obvious than in the first picture. They seem to form a kind of shapeless mass, you know. There is one who is partly individualized here, but otherwise either we see their feet or we see shapes more than actual people. there are also the notion of health in this picture. Of course, yes. The rich one is very healthy and standing wide, but the poor Erect. are very, you know, ill. They are crouching. Yeah. Yes, they are crouching. This notion of crouching for poor people is a notion which you will find in many texts. The fact that they are not standing erect but just crouching like animals. Again, and of course the irony, in a way, of the scriptures, that is a religious text, being used as a way to relieve poverty. As if the reading of the scriptures would be enough, and this is what the missionaries of the time thought, that the reading of the scriptures would be enough to cure the poor from poverty. Because most of the time, Victorian people continued to be persuaded that if you were poor, it's that you had done something wrong, and that poverty could be cured. And it could be cured through religion, it could be cured through going to church, it could be cured through reading the Bible, etc., etc. And many missionaries had this purpose in mind. And for instance, they went to the night refuges, like this one, and they read aloud the Bible or the scriptures to the poor, hoping that they would save them in a way. And you see here the comparison with the relationship between Britain and its colonies. The man here is like the colonizer. He is the so-called, the alleged superior individual in the scene, obviously. He is the one who brings knowledge, who brings religion, who brings civilization, culture, in a way. And he is the one who thinks that the culture he brings will be enough to save. It's also this notion of savior, to save the poor from their situation. So the comparison with the way foreigners were treated at the time is really very, very close, very similar. In the third picture, you still have this contrast between the few and the many. The few wealthy or educated people. Where are they here, the few? You can't see them, by the way, but you can imagine that they are present where? In the cab, yes, in the cab, in the carriage. Yeah, in the carriage. Poor people could not take a carriage, obviously. So probably in the carriage, even if we can just see the cab driver here, but inside there is probably a man or a woman or a family, we don't know, probably quite wealthy, and it seems that the cab driver is trying to drive through the street as fast as possible. You see, he's using his whip. As fast as possible, because the street is obviously one of the destitute streets
of London. It's 7 Dials. It's next to Covent Garden, but at the time it was a very poor street. It was a pocket of utter poverty, and it seems that he's in a hurry to leave the street. You see, he's trying to use his whip to leave the street as soon as possible. Not that the street looks particularly dangerous in itself, of course, but the street is full of poor people who are alienated by the dominant discourse, who were seen at the time as animals, objects, etc., so that the people in the cab didn't want to spend too much time in the neighborhood. And I've already quoted Jack London when he went to London, yes, and when he wanted to go to the East End of London, and he had trouble finding a cab driver accepting to drive him to a particular street in the East End, because the cab driver thought it was too dangerous and that he would not drive through the street he wanted to go to. So it's exactly the same idea here. What about the poor? Once again, there are many of them. You can find some in the streets, either sitting on the curb or, well, almost kneeling on the floor, or on the pavement rather. You have people here at the door, others at the window. So there are poor people absolutely everywhere in the street. What is the general impression that this street gives? Children on the streets. Yes, again, you have children and women in the streets, which is immediately an indication that the street is a very poor one. If women and children spend their day in the streets, it means that it's a very poor street. The children are not at school. This is also what it means. It also reduced them to animal. I'm not sure. It also shows the presentation of the animalisms of the human life. You know, Yeah. the kids are living with animals. Yeah, so absolutely. It's just like animals. Absolutely, it's exactly as in Slumibus, but here you have is it a goat or something? So they seem to be living next to the animals and to be associated in a way, or reduced to the state of animals. And this one seems to be imitating an animal in the way he's trying, or she is trying to walk on all fours. So yes, so the situation is a situation of destitution. Obviously, what is this here? Apparently shoes, yes. What are they doing with all these shoes, according to you? Selling them. Probably selling them, yes, probably selling them. And, well, this was typical of the jobs, if I may call it a job, that the very poor had at the time. That is, they tried to find a few objects, or a few, well, it could be food, it could be anything, and they tried to sell it. So here you see the women and even the children probably participate in this sale of shoes directly in the street, directly at the foot of where they live, apparently. Which means that, if you remember when I quoted the interview by Henry Mayhew of a Cress girl, a girl who sold cress, cresson, and who had never left a street in her life, but you imagine why, because they started working at the age of 4 or 5 in the streets. They sold their products, food or shoes, as is the case here, in the street, at the foot of their building most of the time, and they spent their days in the street, not moving from place to place, but staying in the same place, for some of them at least, which explains why they never saw anything else but their own streets, and why they could live almost a whole life, maybe not a whole life, but many, many years without ever leaving the street itself. So you find this
you find this idea as well here. And the perspective is interesting because it seems that poverty is endless, that, that there's this long, long, almost infinite row of houses which hints at the fact that poverty is endless. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais être au lycée Jeanne d'Arc à 12h20 tout exactement, à pied qui peut être. Parce qu'en voiture je ne trouverai jamais. Bah, prendre la voiture pour aller au lycée Jeanne d'Arc. Là j'accompagne l'auteur, il va à Jeanne d'Arc aujourd'hui. Bref, donc on s'arrête là, on continue la semaine prochaine sur ce sujet. Aussi, vous allez à Strasbourg, je crois. Non, Strasbourg c'est ici. Ah oui, c'est qui va à Strasbourg avec l'auteur? Je peux Oui, pour la convention. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué parce qu'on doit... Ok, et demain, Avec tu Lucie. peux... Je regarde mais je pense que je peux, ouais. Ok. Je redirai ça. Ok, merci.